Bonjour à tous et merci d'être présents. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle session de Low Coffee Morning que nous débutons avec le cabinet Mazars. J'espère que vous avez passé tous et toutes de très bonnes vacances et que vous êtes en pleine forme pour affronter de nouveaux challenges pour cette nouvelle année qui commence. Donc, ce matin, nous avons choisi comme sujet les nouvelles obligations de e-voicing et e-reporting à l'horizon 2024. Et nous avons le plaisir d'accueillir Raphaël Maric, Camilla Ferrat et Pauline Gérard. Je les laisse commencer et se présenter, ce qui sera beaucoup plus facile. À vous. Bonjour à tous. Donc, je suis Raphaël Maric. Je suis avocat au sein du cabinet Mazars, société d'avocats. J'ai le plaisir aujourd'hui de faire cette présentation en compagnie de Pauline Gérard, qui est partie de mon équipe, et de Camilla Ferrat, qui faisait il y a quelques années partie de mon équipe. On a un petit lien et maintenant aujourd'hui elle travaille chez OpenText, mais elle se présentera. Je voulais également remercier l'Institut franco-britannique et particulièrement Catherine de nous inviter si régulièrement. Alors c'est vrai qu'on a un programme d'une heure, c'est un programme très ambitieux pour un sujet aussi vaste. Et je voulais remercier peut-être avant d'attaquer de mettre cette présentation un peu dans le contexte. La facturation électronique, au-delà des aspects techniques, c'est avant tout une question de choix. Notre équipe assiste au quotidien nos clients à établir des cartographies de système, des flux de facturation, d'archivage, pour définir en fait la meilleure stratégie, la stratégie la plus appropriée qu'ils doivent suivre dans l'objectif d'être en conformité avec la facturation électronique. Mais ça travaille avec pas mal d'éditeurs, dont OpenText, qui est présent aujourd'hui par le biais de Camilla. C'est naturellement qu'on a fait cette présentation de collaboration parce que c'est une façon d'expliquer que nous pouvons apporter aux clients ce que OpenText offre. Alors, de manière transparente, il n'y a pas une solution idéale, il n'y a pas la solution la plus parfaite et qui fit avec n'importe quel client. C'est tout l'objet du travail de définir en amont le cahier des charges pour définir et en collaboration avec les clients, savoir effectivement quel est l'éditeur le plus approprié et qui sera le plus à même de répondre à la demande. Donc, comme je l'ai dit, on n'a qu'une seule heure, c'est très très ambitieux et je suis ravi de voir en fait au-delà des clients traditionnels, on a beaucoup de nos confrères qui sont connectés, ce qui montre effectivement qu'il y a un vrai intérêt et que j'espère effectivement qu'il y a pour ceux qui ne connaissent pas, ça permettra de faire connaissance. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On tentera d'y répondre immédiatement et si ce n'est pas possible, à l'issue de la présentation, on vous enverra les slides et on répondra de manière individuelle aux différentes questions que vous aurez posées. Voilà, donc, je vous souhaite une excellente présentation et on se lance. Alors, c'est vrai qu'il est normal d'attaquer toujours une présentation avec le contexte, même si je pense qu'on est chacun aujourd'hui à un niveau de maturité assez significatif. Donc, on a rappelé ici les différentes dispositions du CGI qui abordent notamment la problématique de la facturation électronique, mais également les problématiques liées au e-invoicing. Et ce qui est important, mais vous le verrez, c'est que comme aujourd'hui, les clients et toutes les sociétés ont des choix à faire, et bien avant ces choix, l'administration fiscale a eu un vrai choix à effectuer et de savoir en fait sous quelle architecture de transmission les données devraient être fournies. J'en parle d'autant plus facilement que l'ancien cabinet dans lequel Camilla et moi-même évoluons a largement participé à cette consultation et Camilla était à la manœuvre pour aider l'administration fiscale à prendre des décisions sur les choix de transmission. Donc aujourd'hui, à la différence par exemple du modèle italien, on abordera ça plus tard, le choix a été fait par la France de choisir un système dit en Y, permettant à la fois plateforme privée et à l'administration de concentrer et de transférer les données. On est aujourd'hui, encore une fois, en termes de contexte, il faut savoir que la facturation électronique, forcément, est un mouvement européen et on le verra même un mouvement mondial qui présente en fait différents objectifs. Alors, il y a les objectifs affichés qui sont notamment une façon de rassurer les entreprises en leur disant que ça va faciliter les flux, ça va faciliter
et réduire les délais de paiement, c'est-à-dire que ça va permettre aux sociétés d'avoir une trésorerie plus appropriée. Mais au final, ce qui est vrai, et on le verra notamment avec un retour de l'Italie, où la plupart des observateurs étaient assez sceptiques sur la mise en place de la facturation électronique en Italie, qui en plus a choisi un système assez rigide, où tout est concentré au niveau de l'administration fiscale italienne. Et malgré tout, alors, il y a des retours après 1 an, 18 mois de l'Italie qui sont très positifs, c'est-à-dire en termes d'acceptabilité des clients. C'est-à-dire qu'ils considèrent globalement que le système a été très bien accepté par les sociétés italiennes, et elles considèrent effectivement aussi que ça représente un gain à leur niveau. Au niveau de l'administration fiscale italienne, ils avancent effectivement le fait qu'un montant significatif de TVA a été recouvré en supplément, ce qui montre effectivement que par ce biais, ils arrivent à limiter la fraude. Donc véritablement, le vrai gros driver, c'est limiter la fraude TVA. Alors il y a pas mal de chiffres qui circulent, mais ce qui a été envoyé par la Commission, c'est qu'on parle au niveau européen à peu près de 147 milliards, et au niveau de la France, c'est évalué à peu près à 20 milliards. Donc l'objectif, c'est de limiter la fraude, instaurer, ce qu'on a indiqué, une transparence vis-à-vis des autorités, mais également et nécessairement, c'est faciliter l'accessibilité de l'information à l'administration fiscale pour leur permettre d'effectuer au final des contrôles en temps réel. Alors aujourd'hui, on a le fichier des écritures comptables, qui est une possibilité pour l'administration d'avoir une vision complètement exhaustive de l'ensemble des opérations. C'est une première étape. La transmission de l'information et de la facturation électronique sera également une autre étape. Et on le verra dans les comparatifs, l'évolution de passage à la facturation électronique au niveau mondial est un mouvement qui s'est amorcé, qui prend de l'ampleur. On le voit aujourd'hui sur la carte, 69% des pays autorisent le recours à la facturation électronique, et on est aujourd'hui à 22% qui l'ont généralisé. Et aussi étrange que cela puisse paraître, c'est vrai que des pays tels qu'en Amérique du Sud sont déjà très avancés sur le process, avec des mécanismes de mise en place qui sont beaucoup plus rigoureux que ceux envisagés au niveau de l'Europe, et notamment en France. Et Camilla pourra vous en parler tout à l'heure, mais notamment au Brésil, où l'information et la facture n'est autorisée qu'après en sorte d'approbation de l'administration. Alors ça dure l'instant de raison, mais l'information transite en amont par les serveurs de l'administration fiscale. Alors où sommes-nous aujourd'hui? Je pense que tu es en mute. Oui, alors bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On n'entend pas. Ah, vous ne m'entendez pas? C'est bon. C'est bon là? Ok. Ouais. Donc, vous me dites si vous m'entendez bien. Vous ne m'entendez pas bien, pardon. Alors, donc, bonjour à tous, Camilla Ferrat. Donc, comme ce que disait Raphaël, donc, je suis fiscaliste depuis un peu plus de 10 ans, spécialité facturation électronique, et j'ai eu l'opportunité d'assister à l'administration fiscale dans le cadre de la faisabilité de la réforme. Et depuis quelques temps, j'ai rejoint le monde des éditeurs de facturation électronique, donc notamment OpenText, qui est l'un des prestataires de services de facturation électronique dans le monde. Donc, la France, où est-ce qu'on en est? Donc, je vais pas détailler la partie gauche de la slide qui reprend un peu tout l'historique de la facturation électronique en France, mais je vais plutôt me focaliser sur qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 2021. Donc, en vrai, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans les coulisses entre 2019 et 2020, la période pendant laquelle l'administration fiscale s'était fait assister justement par le cabinet où on était tous pour faire cette étude de faisabilité. Et donc, l'administration fiscale a fait ses choix sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Et donc, depuis 2021, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, l'administration fiscale a publié plusieurs versions des spécifications externes
Ça veut dire qu'aujourd'hui, autant qu'entreprise, vous pourriez commencer à travailler sur votre projet de réforme sur la base de ces spécifications externes où on a eu la publication de 3 ou 4 versions dont la dernière date de cet été. Les spécifications externes donc, avons détaillé toutes les exigences en matière de format de facture, de données, des e-reporting, des cycles de vie. On y aura l'occasion de revenir un peu plus tard dans la matinée. Donc, il y a eu la publication également d'une foire aux questions, pareil, 3 ou 4 versions qui est également disponible sur impôt.gouv pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion encore d'aller la regarder. L'administration fiscale a organisé plusieurs groupes de travail, soit des groupes de travail grand public où la plupart des entreprises peuvent y assister, poser leurs questions. Il y a également d'autres groupes de travail pour certaines typologies d'entreprises. Par exemple, il y a un groupe de travail grande entreprise et il y a également différents groupes de travail avec les associations, les représentants des différents secteurs au sein de la sphère économique en France. Donc, si vous avez la moindre question, un cas d'usage qui n'est pas traité, vous pourriez très bien vous adresser soit à votre conseil, soit à ces organismes pour qu'ils puissent les partager avec l'administration fiscale. Donc, ce qui va venir, c'est qu'en 2023, donc en septembre, il y aura ce qu'on appelle l'ouverture du service d'immatriculation pour les prestataires de facturation électronique qui vont devenir PDP, donc plateforme de démat partenaire, ce qui signifie qu'aujourd'hui et jusqu'à septembre 2023, aucun prestataire sur la place, et je dis bien aucun prestataire, ne peut prétendre être une plateforme de démat partenaire. Ils peuvent être candidats, mais aucun n'est plateforme de démat partenaire, comme le service d'immatriculation ne sera ouvert qu'à partir de septembre 2023, et les exigences pour l'être ne sont pas également connues. Il y aura également un pilote. Petite parenthèse sur le niveau de certification. C'est une petite digression. Madvar aujourd'hui s'est positionné pour être auditeur de comment s'appelle des éditeurs qui proposent. D'accord. Et donc, l'administration fiscale également envisage de mettre en place ce qu'on appelle un pilote à partir de janvier 2023. Donc, pour les entreprises qui veulent faire partie de ce pilote-là, vous pourriez candidater parce que l'administration fiscale a annoncé qu'il n'y aura que 300 entreprises qui seront admises avec différentes tailles, différents secteurs d'activité. Et pour ceux d'entre vous qui veulent participer à ce pilote, on ne peut pas y aller tout seul, il faut aller à 3. Donc, il faut un fournisseur, donc un émetteur de facture, une plateforme de démat partenaire ou un opérateur de démat, plus un client. L'environnement de travail, ça portera vraiment sur les factures, les vraies factures et non pas des factures de test. Donc, si vous voulez y participer, n'hésitez pas à postuler. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, ce qui nous reste encore en point de suspension pour laquelle on attend les retours de l'administration fiscale et on espère avoir toutes les réponses à ces points-là d'ici la fin du mois, début du mois d'octobre, vu que l'administration fiscale a annoncé lors d'un groupe de travail la semaine dernière que les textes réglementaires seront publiés fin septembre, début octobre. Donc, on aura probablement plus de précisions sur la fréquence de transmission des données du e-reporting, ainsi que le cycle de vie. L'administration fiscale a néanmoins indiqué la semaine dernière que le fait générateur de la transmission de ces e-reporting, c'est à partir de la date de l'émission de la facture. Donc, il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce que c'est que la date d'émission de la facture, mais on va attendre les textes avant de s'étaler sur ces problématiques. On attend également des informations sur les modalités d'intégration des données des entreprises dans l'annuaire. Donc, il y aura un annuaire public ou national qui sera mis en place, qui sera géré par l'AIFE. Pour le moment, on ne sait pas s'il y aura une V0 de cet annuaire qui sera constituée à partir des données de l'INSEE
ou s'il appartient à chaque entreprise d'aller se déclarer dans cet annuaire-là, parce qu'il y aura beaucoup de problématiques à gérer en termes d'assujettissement. Donc, normalement, seules les entreprises assujetties seront déclarées dans cet annuaire pour qu'elles puissent recevoir leurs factures, non les non assujettis. Et donc, c'est un sujet aussi qui est en cours de discussion avec l'administration fiscale. Un certain nombre de participants au groupe de travail de la semaine dernière ont souligné l'importance de ce point à l'administration fiscale parce qu'il y a quand même 4 millions d'entreprises en France. Il faut toutes qu'elles soient informées du fait qu'elles doivent être présentes dans cet annuaire, sinon elles ne pourront pas recevoir leur facture. Et quand vous êtes en émission de facture, c'est un peu plus compliqué d'envoyer votre facture et que le client en face, il ne la reçoit pas. Donc, on attend également les conditions d'immatriculation des plateformes de démat partenaires. Il y a un projet qui a été partagé par l'administration fiscale, mais néanmoins, pour être immatriculé, c'est au moins 3 ou 4 certifications qu'il faut mettre en place. Donc, il y a des certifications qui seront faites par des organismes dédiés tels que le LNE, par exemple. Il y a des audits de conformité qui seront probablement proposés, comme disait Raphaël, par des cabinets de conseil qui pourront auditer vos plateformes de facturation électronique. Donc, on attend également le traitement de certains cas d'usage qui ont été transmis à l'administration fiscale qui fait des retours de plus en plus. Et on attend des évolutions concernant la norme 16 931, qui est la norme qui a été retenue par la France en ce qui concerne le format des factures. Donc, dès lors que, pour tenir compte de tous les cas d'usage qui ont été remontés par les entreprises, un certain nombre de cas particuliers ne sont pas prévus dans la norme. Et donc, l'administration fiscale est en train d'y travailler. Donc, en conclusion, il y a des choses pour lesquelles on attend des réponses. Néanmoins, cela n'empêche pas les entreprises, selon nous, de commencer à travailler parce qu'on a déjà beaucoup d'informations qui sont disponibles. Tu es en mute, Pauline. Voilà, excusez-moi. Au niveau du calendrier de la réforme, il est assez simple déjà sur la réception, parce qu'à compter du 1er juillet 2024, l'intégralité des entreprises en France sont concernées par l'obligation de recevoir des factures sous format électronique. Donc, on est aujourd'hui à une échéance moins d'un an, avec des systèmes informatiques et des process qui vont devoir être en mesure de supporter cette réception électronique. Donc, dès 2024, ce qu'il va falloir faire, c'est de faire le choix de la plateforme de réception. Ensuite, on va du coup avoir un déploiement progressif entre 2024 et 2026 concernant cette fois-ci l'obligation d'émission des factures. Donc, cette fois qui sera appréciée selon la taille de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, au niveau de la classification des entreprises, et donc comment est-ce qu'on va apprécier ce calendrier? On a aujourd'hui 4 catégories qui vont être évaluées selon des critères qui sont définis par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. C'est des critères qui sont finalement assez parlants, puisqu'ils sont basés à la fois sur le nombre de salariés et sur le chiffre d'affaires ou alors le total du bilan. On est sur des critères à la fois cumulatifs et alternatifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les grandes entreprises, on n'a pas de seuil en tant que tel. C'est une définition qui va s'apprécier à l'exclusion des 3 autres catégories. Donc, dès lors qu'on est au-dessus des seuils des ETI, on sera assimilé du coup à une grande entreprise et donc concerné intégralement par la réforme dès 2024. Il faut aussi savoir que la taille de l'entreprise, elle doit être déterminée à partir des éléments de la déclaration de résultats de l'année N-1. Et la notion d'entreprise elle-même, elle est appréciée au niveau de l'entité légale. On va regarder le numéro SIRET. Et je voulais aussi ajouter par rapport à ça, il faut vraiment noter l'importance de l'articulation de cette réforme avec une autre grande réforme de la TVA, qui est celle du groupe TVA, qui va rentrer en vigueur l'année prochaine. Et là, on va considérer que si vous décidez de mettre en place le groupe TVA, donc l'assujetti unique, eh bien, vous serez placé dans la même situation que les grandes entreprises. Donc là, quelle que soit votre taille, si vous faites partie d'un groupe TVA,
c'est le calendrier applicable aux grandes entreprises qui vous sera applicable. Donc, on aura une obligation à la fois d'émission et de réception des factures sous format électronique dès le 1er juillet 2024. Par rapport du coup au calendrier de mise en œuvre et à cette catégorisation des entreprises, ce qu'on conseille dans ce cas et ce sur quoi votre conseil fiscal et votre partenaire de facturation pourront vous accompagner, ça va tout d'abord être d'identifier si votre entreprise et les entreprises de votre groupe se trouvent bien évidemment dans le champ de la réforme. Ensuite, d'identifier la taille de votre entreprise au regard des critères fixés par cette loi LME. Ensuite, on va devoir déterminer, selon les spécificités des différentes entreprises du groupe et selon le calendrier, s'il y a lieu de mettre en place seulement un projet ou alors s'il faut mettre en place plutôt plusieurs projets et ça, soit de concert ou soit à la suite. Avec donc évidemment comme objectif final de mettre en place un rétro-planning de manière à être au rendez-vous le 1er juillet. Alors, la problématique, la première question que l'on se pose systématiquement, c'est en fait, est-ce que je suis concerné? Et dans le cadre des textes, ça vous avez dû le voir et l'appréhender, même si aujourd'hui on nous pose encore beaucoup de questions sur le champ d'application de cette réforme, les opérateurs concernés varient en fonction de ce qu'on parle de facturation électronique, de invoicing ou de e-reporting. Si on devait peut-être synthétiser, je dirais que sur l'invoicing, ça ne concerne fondamentalement que les sociétés assujetties à la TVA qui retombaient dans les obligations de l'article 289. C'est vendeurs et acheteurs qui doivent rentrer dans cette obligation de facturation, tombent dans la facturation électronique. Et on a pas mal de nos clients qui, forts de ce constat, disent voilà, je ne suis pas forcément nécessairement concerné sur la plupart de mes opérations, mais ces différents clients vont tomber au titre d'autres opérations dans le e-reporting. Et on verra tout à l'heure avec Elina que la problématique en fait de la recherche de l'information, de l'identification dans le système de l'information, notamment sur le e-reporting, peut être problématique. Et donc là, on se retrouve dans une situation où, à la fois en tant qu'acheteur, vous pouvez tomber dans les reporting et en tant que vendeur, lorsque vous êtes un assujetti, soit français, en fait, qui fait des opérations avec des clients assujettis hors de France, ou avec des clients non assujettis en France, vous tombez dans la question de la problématique du reporting. Et au même titre, vous avez des entreprises étrangères qui sont non établies en France, qui vont réaliser certaines opérations et qui vont tomber en France dans le cadre du reporting. Donc, la première question que l'on a forcément à se poser, c'est compte tenu des opérations que je réalise, quel est mon niveau d'obligation au regard de l'invoicing et de reporting? D'où ce que j'ai posé comme référence au tout début du propos, d'effectuer la cartographie des flux pour identifier les obligations de chacun des clients et de regarder quel est le système d'exploitation, quel est l'ERP aujourd'hui utilisé, quels sont les différents applicatifs qui sont déjà utilisés. Et je rajouterais que Raphaël a bien visé pour les opérateurs dans le champ du invoicing, les assujettis à la TVA. La notion d'assujetti à la TVA est primordiale et elle se distingue d'ailleurs de la notion de redevable de la TVA, parce qu'on voit par exemple ici qu'un auto-entrepreneur qui entre dans le régime de la franchise en base de TVA, donc en soi ne facture pas de TVA et n'en est pas redevable, devrait être dans le champ de la sur les opérations concernées, basiquement, ce qu'il va falloir retenir, c'est que les transactions B2B domestiques, donc réalisées entre deux assujettis TVA en France, vont du coup être dans le champ du invoicing. On a juste quelques exceptions, comme le mentionnait Raphaël, pour les transactions qui bénéficiaient déjà aujourd'hui d'une distance de facturation, donc notamment les opérations qui relevaient du domaine bancaire et financier. Sur le e-reporting, ça va être un petit peu tout le reste, c'est-à-dire le B2B non domestique, notamment tout ce qui va avoir trait aux livraisons intracommunautaires de biens et aux exportations de biens. Attention aussi sur les acquisitions intracommunautaires de biens qui sont dans le champ de la réforme, mais là, le redevable de l'information, ça ne va pas être le vendeur étranger, ça va être l'acheteur établi en France. Donc, c'est super important
ça pour le e-reporting, c'est que la personne concernée n'est pas forcément le vendeur. Et sur le e-reporting, ça va encore être toutes les ventes avec les non assujettis à la TVA. Il faut aussi savoir, donc Camilla le mentionnait, il y a eu plusieurs versions des spécifications et je tiens à préciser aussi qu'il y a eu une publication de ces spécifications en anglais. Donc, les membres de la CCI britannique, ça peut être intéressant. Et dans ces nouvelles spécifications, on développe aussi le sort de transactions particulières comme les acomptes, les ARP, les notes de restaurant, les notes de péage. Donc, je vous invite à vous référer à ces spécifications pour savoir si ces opérations entrent dans le champ de la réforme. Donc, on le disait tout à l'heure aussi, dans les objectifs avancés par rapport à cette réforme, excusez-moi, c'était Raphaël. Ouais, je ne sais pas, non, pas forcément, mais on sent qu'on peut aller. Ouais, donc, par rapport aux objectifs de cette réforme, comme disait Raphaël, il y a vraiment au cœur de cette réforme un objectif de simplification et de réduction de coûts, forcément. Donc, par rapport aux chiffres officiels, la mise en œuvre de la facturation électronique constituerait un gain de plus de 4,5 milliards d'euros pour les PME. On sait vraiment qu'aujourd'hui, le coût du papier, le coût de gestion d'une facture non automatisée est extrêmement élevé. Et là, cet objectif d'économie qui est quand même pas mal rappelé par les pouvoirs publics. Et on peut le mettre d'ailleurs en perspective avec d'autres réformes qui sont intervenues récemment, comme la réforme de la TVA sur les ventes en ligne, qui nous permet aussi du coup aux opérateurs de réduire significativement leurs coûts en mettant en place des simplifications déclaratives et de paiement qui permettent d'éviter ces lourdeurs et ces coûts administratifs. Au niveau des sanctions, mentionnées à droite de la slide, ce qui est envisagé pour le défaut de facturation électronique, c'est une pénalité qu'on connaît bien. C'est la pénalité de 15 € qu'on retrouve déjà aujourd'hui en cas d'erreur ou d'inexactitude dans les mentions sur facture. En sachant que là, sûrement dans un objectif d'éviter l'inconstitutionnalité pour absence de proportionnalité des sanctions, on avait déjà pu voir sur d'autres sanctions qui concernaient la facturation, on a un plafond à 15 000 € par année civile. Pour le e-reporting, cette fois, c'est beaucoup plus élevé parce qu'on est à 250 € par transmission, avec toujours ce plafond de 15 000 €. Et en sachant qu'on a une tolérance qui devrait être prévue, surtout pour accompagner donc, vers la transition vers la facturation électronique, et la présence de ce droit à l'erreur, qui devrait pouvoir être accordé en cas de première infraction et en cas de régularisation spontanée de cette infraction. En termes d'action, par rapport à ce qu'on vient de dire sur les aspects réglementaires, le point central, ça va d'abord forcément être de revoir et de lister au sein de votre entreprise quelles sont les ventes et quels sont les achats réalisés pour savoir ce qui relève de la réforme ou non. Vérifier que le système de facturation va être en mesure d'identifier les critères pour faire la distinction entre les différents clients, ceux qui sont assujettis notamment, ceux qui sont non assujettis, et forcément le paramètre pour pouvoir les distinguer dans le système. Notamment, est-ce qu'on se base uniquement sur le numéro de TVA du client pour pouvoir dire que celui-ci est un assujetti TVA. Ça, c'est hyper important. Et aussi, regarder quel est leur lieu d'établissement. Enfin, on va s'assurer que le système peut faire la distinction entre les opérations soumises au invoicing et au e-reporting pour pouvoir être en mesure d'extraire les données de paiement. Et puis, ça peut aussi être l'occasion, lors de tout cet état des lieux, de s'assurer de corrects traitements à la TVA sur l'ensemble des achats et des ventes. Et sur ça, je dirais juste que le cabinet Mazars ou votre conseil habituel pourront vous aider dans ce travail de cartographie des flux. Et le prestataire, OpenText ou un autre prestataire pourront vous assister dans la préparation et l'implémentation de ces opérations. Alors, sur les schémas envisagés par la France, donc on entend parler du schéma en Y. Donc, avant que la France arrive à ce choix-là, il y a eu une étude qui a été faite, un benchmark qui a été fait en regardant un peu ce qui se passe chez les voisins les plus proches, donc l'Italie. Qu'est-ce qu'a fait l'Italie? Qu'est-ce qu'a fait les pays
de l'Amérique latine qui sont les pionniers sur les règles de facturation électronique. Donc, sur la base de ce benchmark, la France a retenu donc un modèle qu'on appellera le modèle en Y. Ce qu'il faut retenir pour ceux d'entre vous qui font déjà du invoicing à l'international, la France n'a pas mis en place le modèle qu'on va appeler le clearing. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la facture passera par un portail public de facturation que votre facture aura été validée par l'administration fiscale. Donc, l'administration fiscale française n'a pas retenu ce modèle de clearing qui existe dans d'autres pays. On est sur un modèle donc où l'administration fiscale, donc ici DGFiP, veut avoir toutes les données de vos factures de vente et de vos factures d'achat. Pour avoir ces données-là, l'administration fiscale, donc DGFiP, se connectera à une seule et unique plateforme qui s'appellera le portail public de facturation électronique, qui est le portail public qui sera ouvert à toutes les entreprises, peu importe d'ailleurs la taille de l'entreprise, elle pourra l'utiliser. Donc, pour que le portail public de facturation puisse recevoir vos factures de vente ou vos factures d'achat pour que vous puissiez les traiter, ce portail-là, il pourra se connecter à ce qu'on appelle une plateforme de démat partenaire ou une PDP ou ce qu'on va appeler un opérateur de démat. Lorsque vous lisez les textes, on va vous dire que pour envoyer ou recevoir vos factures électroniques, vous avez deux options. L'option plateforme de démat partenaire, donc qui seront des prestataires de services de facturation accrédités par l'État tout en suivant un processus ou plusieurs processus de certification ou d'audit. Et vous allez trouver la deuxième option qui est le portail public de facturation électronique, donc accessible à tout le monde. Dans la pratique, pour pouvoir se connecter au portail public de facturation, les entreprises, elles auront plusieurs possibilités. Soit vous vous connectez directement au portail pour émettre ou recevoir vos factures, si vous êtes sur des volumes, des faibles volumes de facturation. Dès lors que vous êtes sur des gros volumes de facturation et que vous ne voulez pas d'une PDP pour une raison X ou Y, sachez qu'il y a une option pratique, mais qui est aussi autorisée dans les textes, qui est ce qu'on appelle ici l'OD, donc c'est l'opérateur de démat. Cet opérateur de démat, il pourra se connecter au portail public de facturation pour émettre vos factures si on est en émission ou pour récupérer vos factures si on est en réception. Donc, deux options PDP Chorus Pro pour émettre ou recevoir vos factures. Et dans Chorus Pro, on a deux sous-options, donc soit une connexion directe à Chorus Pro, soit le recours à un opérateur de démat. Donc, vous allez voir, dans le cadre des travaux que vous êtes en train de faire, il y aura probablement à un moment ou à un autre un choix à faire entre est-ce que je vais utiliser une plateforme de démat partenaire ou est-ce que je vais utiliser un opérateur de démat. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à chacune des solutions. Pauline, tout à l'heure, listait des sanctions qui sont applicables aux entreprises qui ne pourraient pas ou qui n'auront pas été en conformité avec les exigences. Les plateformes de démat partenaires, elles ont également des pénalités qui leur seront applicables si jamais il y a un défaut de transmission des factures électroniques. Si on met tout ça un peu en pratique, on va prendre un premier exemple sur la slide d'après, s'il te plaît, Pauline, si c'est toi qui fais passer les slides. Si on prend un schéma où vous êtes une entreprise qui a choisi d'avoir recours à une PDP, là par hasard OpenText, pour émettre vos factures sortantes, comment ça va fonctionner? Pour toutes vos factures françaises, il faut rappeler aussi que le schéma est pour les factures françaises, mais il y aura d'autres factures également. Donc, vous allez procéder à la création des factures dans votre système de facturation, dans votre ERP, dans le format que va générer votre ERP. Vous allez transmettre les factures, donc les données de facturation à votre PDP dans un format qu'on va appeler flux 2 ou flux 3. Ce PDP, en fonction des services dont vous allez avoir besoin, va peut-être faire ce qu'on appelle du mapping, de transformation de format, de données, etc., pour générer la facture dans le format qui est attendu par soit Chorus Pro si le client a choisi Chorus Pro pour recevoir les factures, soit le format de la PDP si le client a choisi une PDP. Donc, pour les clients qui ont choisi de recevoir les factures via une PDP, votre PDP à vous va se connecter à la PDP de votre client et vont s'échanger les flux des factures et la PDP va envoyer la facture à votre client final. Donc, vous voyez finalement que dans ce scénario envisagé par la France, il n'y aura plus de lien direct
entre vous, émetteurs de factures, et vos clients, ou inversement, entre vous, clients, et vos fournisseurs. Il y aura obligatoirement un tiers qui sera entre vous pour échanger vos factures. La deuxième option, donc, si votre client, c'est une PME et puis il n'a pas les moyens de s'offrir une PDP, il va choisir Chorus Pro. Ou, on l'appelle ici Chorus Pro, mais en vrai, voilà, c'est le portail public de facturation. Peut-être que le nom va évoluer, mais pour le moment, pour simplifier, c'est Chorus Pro. Donc, OpenText ou votre PDP va consulter l'annuaire public, elle va regarder où envoyer la facture de votre client. Donc, pour celui-là qui aura choisi Chorus Pro, la PDP va envoyer la facture au portail public de facturation et votre client devra se connecter au portail public de facturation, soit manuellement, soit en ayant recours à un opérateur de démat pour récupérer ses factures. Et donc, le portail public de facturation va faire des extractions de données à partir de vos factures pour les envoyer à l'administration fiscale. Et de cette sorte, l'administration fiscale, elle pourra vous proposer le pré-remplissage de votre déclaration TVA à partir de janvier 2023, comme ça fait partie des objectifs de la réforme. Donc, deuxième cas, deuxième scénario. Oui. Peut-être un petit point, il y a deux questions qui sont assez intéressantes, et notamment sur le fait que les opérateurs de démat ne pouvaient pas se connecter à la PPF, au PPF. Alors là, pour le coup, je vous confirme que les opérateurs de démat peuvent se connecter au portail public de facturation. Tout prestataire pourra se connecter au portail public de facturation. Un opérateur de démat ne pourra pas se connecter à une PDP pour échanger des factures directement. Néanmoins, comme le montre le schéma d'ailleurs, il pourra très bien se connecter au portail public de facturation et c'est autorisé. Et c'est autorisé dans les textes. Et quand vous voyez les schémas des spécifications externes, c'est tous les petits trucs là qui sont autour des PDP qui sont les opérateurs de démat. On n'en parle pas beaucoup dans les spécifications externes nées sur la place, mais c'est possible et c'est une option qui s'offre à vous côté entreprise et vous allez voir qu'il y a un choix à faire par rapport à ça. La deuxième question, je pensais que l'OD permettait de dématérialiser les factures, mais que l'entreprise devait ensuite se... Non, ben pour le coup, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... C'est la même question, en fait. C'est la même, OK. Donc, dans le deuxième exemple, vous allez recevoir vos factures et parce que pour des raisons internes, externes, qui vous sont propres, vous allez décider de ne pas utiliser une PDP, mais juste utiliser Chorus Pro, déclarer Chorus Pro comme plateforme de réception de vos factures. Et au lieu de le faire directement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de le faire dans le cadre du B2J, qui se sont un peu cassé la figure, on utilise un prestataire de facturation électronique dont le métier est de faire l'intégration avec des plateformes et des systèmes IT comme OpenText par exemple. Donc, dans ce cas-là, vous allez déclarer le portail public de facturation pour recevoir vos factures. Néanmoins, votre prestataire opérateur de démat va se connecter au portail public de facturation pour récupérer les factures. Donc, Chorus Pro va lui envoyer les factures dans l'un des trois formats du socle minimum et votre opérateur de démat, si par exemple vous avez besoin d'intégrer dans votre SI un autre format autre que l'un des formats du socle minimum, il pourra faire ce qu'on a appelé tout à l'heure le mapping, le transcodage, etc. pour vous faire envoyer dans votre ERP une facture dans le format qui est accepté par votre ERP. Alors, les OD ne seront pas audités parce que, enfin, seront pas audités. Il faut faire attention parce que les OD ou les PDP, c'est pas un seul audit, c'est plusieurs certifications. Et donc, on attend encore les spécifications. Néanmoins, il y a beaucoup d'opérateurs de démat qui envisagent quand même de faire cette étude ou certains de ces audits pour justement rassurer les entreprises. Donc, de votre côté entreprise, qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ce choix-là, PDP, OD? Donc, on pense d'abord qu'il faut, avant de se dire je veux absolument une PDP ou je veux absolument une OD, il faut absolument identifier les services qui sont attendus de ces prestataires de services de facturation électronique. Les deux prestataires pourront offrir plus ou moins les mêmes services,
à l'exception faite des services qui sont exclusivement des services pour l'administration fiscale. Parce qu'il faut garder en tête que la plateforme de DEMAT partenaire, c'est un partenaire de l'État, ce n'est pas un partenaire de l'entreprise. Il sera en charge de réaliser certaines tâches qui devraient être faites par l'État, mais pour le coup, elles seront faites par les PDP. Donc, il est important de bien définir vos besoins. Ensuite, il est important de bien définir vos contraintes internes. Quelles sont vos contraintes opérationnelles, financières, clients, fournisseurs, pour que vous puissiez faire votre choix entre l'OD et la PDP. Ce n'est pas une réponse, il faut une PDP, il faut une OD. Malheureusement, il faut une vraie étude de vos contraintes, de vos besoins, de ce que va offrir ce prestataire de service en cas de problème. Il faut garder en tête aussi que fiscalement, finalement, s'il y a un problème dans la facturation, vous serez le seul responsable vis-à-vis de l'administration fiscale. Ça, c'est un principe qui existe déjà, qui ne va pas changer dans le cadre de la réforme. Donc, d'où l'importance de se dire quelle garantie contractuelle va m'offrir une PDP versus son OD. Ça, c'est des garanties qui ne sont pas prévues aujourd'hui par les textes. La PDP, s'il y a un défaut de facturation, d'émission, elle a une pénalité plafonnée à 45 000 €, mais c'est tout. Donc, c'est des clauses qui sont à prévoir dans les contrats, que ce soit la PDP ou l'OD. Donc, attention au choix que vous devriez faire entre les deux. Et donc, voilà, votre conseil fiscal vous assistera pour bien comprendre vos contraintes et pour vous orienter ou vous exposer les avantages et les inconvénients de chacune des solutions avant de partir sur une solution plutôt qu'une autre. Dès la première phase de déploiement en 2024, il va y avoir un certain nombre d'informations obligatoires à mentionner sur les factures électroniquement qui vont correspondre aux données à extraire et à transmettre à l'administration. Ce sont les données qui sont requises à la fois d'un point de vue fiscal et commercial, avec du coup 24 données obligatoires dès la première vague de déploiement en juillet 2024 et 8 données cibles qui devront être mises en œuvre dans la dernière vague à compter du janvier 2026. En sachant que parmi ces mentions, on en retrouve 4 qui sont complètement nouvelles, qui n'existaient pas aujourd'hui dans la réglementation. On va notamment avoir le sirène du client, l'adresse complète de livraison ou de réalisation du service, la distinction entre vente ou prestation de service ou mixte, et également la 4e mention si l'entreprise a opté pour l'exigibilité de la TVA selon les débits. Et sur cette dernière mention, donc sur l'exigibilité de la TVA d'après les débits, c'est quand même une bonne avancée parce qu'on avait une vraie problématique aujourd'hui lorsqu'on était face à des clients qui avaient une multitude de prestataires de services et qui se retrouvaient à les demander à chaque fournisseur s'ils avaient dûment opté pour les débits parce que ça ne figurait pas sur la facture. Donc cette option pour les débits, elle était mise en œuvre au niveau du vendeur, mais le preneur ne pouvait pas forcément pleinement en profiter. Il faut aussi savoir sur ces mentions qu'elles seront du coup récupérées par la plateforme pour être transmises à l'administration fiscale dans un objectif à terme, comme le mentionnait Camilla, de pré-remplissage de la déclaration TVA et forcément d'objectifs de lutte contre la fraude. Alors, la vision, donc Pauline vient de vous exposer la vision fiscale et la vision de l'administration fiscale concernant la liste des données. D'un point de vue très IT, quand on va aller regarder ce qu'il y a derrière la liste des mentions obligatoires qui vient d'être présentée par Pauline, vous voyez qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de fichiers. Donc, l'administration fiscale, elle veut absolument avoir les flux de facturation dans un format qui va s'appeler le flux 1. C'est un flux d'un point de vue IT, contiendra plus ou moins 65 champs obligatoires avec d'autres champs optionnels. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas une mention fiscale peut être égale à plusieurs données d'un point de vue IT. Il est de même pour tous les autres flux qui sont requis par l'administration fiscale. Donc, je ne vais pas forcément m'étaler sur le nombre des données qui sont requises dans chacun des fichiers qui sont requis par l'administration fiscale, mais c'est important de bien avoir ça en tête. Se rajoutent à toutes ces mentions qui sont requises 92 règles de gestion qui sont applicables à certains de ces champs-là. Donc, il faut également
regarder comment est-ce que ces règles de gestion, vous allez les mettre en œuvre. Est-ce que ça sera fait dans votre ERP? Est-ce que ça sera fait par votre prestataire de facturation électronique? Parce que sinon, votre facture, elle sera rejetée. Si je prends un exemple des règles de gestion, par exemple, c'est une facture doit avoir une valeur définie. Et donc, il va falloir vous assurer que votre fichier en sortie de votre ERP ou quand il sera sorti par votre plateforme de démat devra contenir ces informations-là. Donc, très important en termes dans le cadre des travaux que vous êtes en train de faire dans la gestion de votre projet, est-ce que vous avez ou vous n'avez pas ces données-là et comment vous comptez générer ou gérer ces règles de gestion? Alors, le prochain élément, effectivement, c'est un élément que Camilla a abordé tout à l'heure, c'est l'annuaire des entreprises. Et on insiste encore une fois sur le fait que une immense communication doit être effectuée pour permettre à ces 4 millions d'entreprises d'être référencées, sans quoi ça risque d'avoir un problème. On verra ensuite sur les catégories des données. Mais tout le monde fait des consignes, il est 9h49, il faut absolument qu'on accélère. Donc, on va attaquer sur la suite. Donc, de votre côté, donc entreprise, je l'avais dit, afin de faire les travaux là, dans le cadre de la gestion de votre projet, 3 choses à faire. Vous devriez d'abord vérifier si les champs qui sont requis par l'administration fiscale sont présents dans votre système. Quand le champ est présent, vous devriez vérifier la disponibilité de la donnée. Est-ce qu'il est alimenté ou n'est pas alimenté? Et quand la donnée est alimentée, vous devriez vérifier la qualité de la donnée. Et donc là, il y a beaucoup de prestataires sur la place, y compris que ce soit Mazar ou OpenText, qui proposent de réaliser ces typologies de contrôle pour vous assister dans le cadre de la préparation de la réforme, parce que finalement, le nerf de la guerre dans le cadre de la réforme, c'est la disponibilité des données et des champs dans vos systèmes d'information. Donc, si vous n'avez pas la donnée, vous n'allez pas être en mesure d'émettre une facture et vos factures seront rejetées. Et donc, c'est là la plus grosse charge de travail côté entreprise dans le cadre des travaux qui seront réalisés. Slide suivante, s'il te plaît, Pauline. Alors, je vais… non, l'autre avant. Donc, c'est une slide un peu technique, j'avoue ne pas avoir regardé les profils des personnes qui étaient connectées. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de l'obligation, l'administration fiscale oblige ou autorise le recours à ce qu'on appelle les socles, les 3 formats du socle minimum. Il y a 3 formats qui seront admis par le portail public de facturation. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'UBL, le C2I et FactureX. C2I et UBL sont des formats structurés XML et la FactureX, c'est un format lisible qui imbrique à l'intérieur un XML. Et ensuite, pour les entreprises qui ont recours à des plateformes de démat qui peuvent s'échanger des factures entre elles, d'autres formats structurés peuvent être utilisés entre ces prestataires de facturation électronique. Je ne vais pas m'attarder sur qu'est-ce que le client, est-ce que le client doit choisir, non pas choisir. Donc, s'il y a besoin de revenir un peu plus sur ce détail-là et ces débats-là, qu'est-ce que j'ai l'obligation d'émettre, est-ce que je dois émettre ce que veut le client, ce que veut l'administration fiscale, avec plaisir pour discuter de ces sujets-là ultérieurement. Donc, sur le format du e-reporting, donc les e-reporting, c'est les données de paiement, c'est les données des ventes hors France. L'administration fiscale donne aux entreprises plusieurs options. Donc, lorsque vous envoyez les données dans ce qu'on appelle un flux 8 ou un flux 9, c'est une facture. Dans ce cas-là, il est possible, en tout cas, il est obligatoire de les envoyer dans l'un des 3 formats du socle minimum. Lorsque vous partez sur un flux 10 qui contient des données agrégées de vos factures de vente, dans ce cas-là, il y a un format spécifique XML qui est en train d'être mis en place par l'administration fiscale. Donc là, c'est vraiment plein de problématiques techniques auxquelles vous allez avoir les réponses. Est-ce que je génère les formats dans mon ERP? Est-ce que je demande à un prestataire de service de le faire? Est-ce que j'obéis à ce que va dire le client, l'expérience client, mon exigence fiscale? C'est plein d'arbitrages qui devront être mis en place sur la base voilà, de vos contraintes internes et externes et à vos plaisirs pour en discuter. Donc,
C'est pour ça qu'il est important pour vos factures de vente, pour voir est-ce que votre ERP il est en capacité de générer les formats attendus, qu'est-ce que veut le client, comment est-ce que je génère les données de paiement, est-ce qu'elles sont dans mon système, est-ce qu'elles ne sont pas dans mon système. Si je ne suis pas au débit, c'est peut-être l'occasion de l'être pour que je n'ai pas à générer le fichier des données de paiement. Et donc, pour revenir un peu plus en détail sur toutes ces problématiques, malheureusement, on n'apporte pas la réponse parce qu'il n'y a pas une réponse standard applicable à tout le monde. C'est vraiment au cas par cas. Et donc, c'est des points d'attention qu'on remonte ici sur cette slide-là pour vous dire on est à votre disposition pour en discuter et brainstormer ensemble. Alors, encore une fois, ce qui est important, c'est de voir que cette nouvelle réforme va forcément engendrer d'autres problématiques, d'autres aspects sur la notion des contrôles fiscaux, sur l'information. Point important, c'est vrai parce que c'est un sujet sur lequel il y avait pas mal de discussions, c'est est-ce que le passage à la facturation électronique va réduire l'obligation des entreprises de documenter et d'avoir une piste de fiable. Alors, dans le cadre de la discussion avec Madame Krakowiak, notamment lors d'une conférence en février, elle avait précisé que cette documentation devrait être maintenue et que les entreprises devraient continuer à avoir ce type de documentation. Donc, c'est essentiel. Ça fait partie, et on le voit aujourd'hui dans le process, ça fait partie des éléments qui doivent être fournis. Ça permet aussi aux sociétés d'avoir une sorte de documentation en interne, de guide de procédure qui a d'autres vocations que l'aspect fiscal, qui a des vocations à transmettre l'information. Au-delà de ces éléments, eh bien, il y a d'autres impacts, notamment sur les obligations d'archivage. On n'en a pas du tout parlé, mais l'archivage est un point clé aujourd'hui dans le choix de la stratégie à suivre. Et tous les opérateurs aujourd'hui ne sont pas égaux quant aux spécifications qu'ils offrent sur cet aspect. Pardon. Donc, comme l'a dit Camilla, aujourd'hui, l'objectif, c'est compliqué de se jeter dans cette réforme avec une structure ou pas. Eh bien, ce qui est important, c'est de faire en amont un état des lieux de ce que vous avez, de l'étendue de vos réels besoins et de voir en face que les différents opérateurs vous proposent. Et puis, c'est vrai que, sans parler de certaines expériences que l'on a eues, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les opérateurs offrent tout, font tout de A à Z. Alors, il y a parfois un petit décalage entre la réalité et ce qu'ils offrent. Et c'est tout l'intérêt d'avoir une vision pratique de ce qu'ils offrent. Et d'où l'intérêt d'avoir de grandes discussions, et on en a beaucoup avec Camilla, pour voir les forces et faiblesses effectivement de l'OpenText et proposer cette solution aux clients qui sont le plus adaptés et répondront au mieux à cette spécification. Ouais, comme on disait, cette réforme elle impacte du coup énormément d'aspects, avec en premier tous les aspects réglementaires, notamment fiscaux et TVA. Donc en premier lieu, on a voulu un petit peu dresser une sorte de plan d'action qu'on conseille généralement. Et sur l'ensemble des projets qu'on a déjà pu mener à date, on a vraiment acquis une certitude qui fait qu'il est complètement impossible aujourd'hui de penser tel baisser dans cette réforme sans avoir une bonne connaissance de son architecture système, des flux dans leur exhaustivité et surtout des pratiques de l'entreprise avec toutes ces spécificités, et en faisant donc le tri entre ce qui est à même de bouger et sur lequel on a une latitude et les éléments sur lesquels il est difficile de manœuvrer pour des raisons de temps, de coût, de priorité forcément et de ressources. Donc l'idée, c'est vraiment dans un premier temps de faire un vrai état des lieux avec les éventuels points de blocage. Dans un deuxième temps, ce qu'on conseille, c'est faire une étude des différentes solutions cibles qui s'offrent à vous. En gros, est-ce qu'on met en place le minimum pour être dans les clous, ou est-ce qu'on profite de cette réforme pour faire une véritable mise à plat et solutionner des problèmes existants? Dans un troisième temps, on envisage parmi ces solutions cibles les impacts organisationnels et fiscaux du changement, pour savoir là aussi s'il y a éventuellement des no-go opérationnels, des choix stratégiques à opérer et des améliorations des process possibles. Et enfin, dans un dernier temps, on exécute le projet, dans l'idéal accompagné par un prestataire de dématérialisation et un conseil
verticale. Donc, on conseille vraiment d'avoir des équipes pluridisciplinaires sur ces projets parce que ça touche véritablement tout l'écosystème de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment dans cette étape et dans cette phase de monter une équipe transversale. Et l'équipe, de toute façon, comme disait Pauline, l'équipe transversale, vous allez la rencontrer au niveau de la structure, au niveau de la société en tant que telle. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est toujours très compliqué de trouver celui qui va porter le chef de projet. Mais au final, différentes entités et différents groupes de chaque société vont être concernés. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à rassembler à la fois au niveau des conseils, au niveau des éditeurs, au niveau de la société, pour arriver à parler d'un langage commun. Il est 9h59, Catherine, on a tenu le. Il reste deux Ouais. questions. Vous avez été parfait. Ouais. Alors, déjà, on voulait remercier les personnes qui ont posé des questions sur le chat. On a la foire en question, comme on a évoqué, recouvre énormément de questions, mais l'administration, forcément, ne publie pas tout. On a beaucoup de questions auxquelles il aurait été répondu qui ne sont pas publiées. N'hésitez pas à envoyer à Catherine les éventuelles questions que vous pourrez avoir. Elle nous les transmettra. Et on se fera un plaisir avec Camilla d'organiser, si vous le souhaitez, des discussions plus précises, peut-être plus techniques et plus dédiées à vos problématiques dans les plus brefs délais. Voilà, donc c'était un plaisir. Je laisse effectivement Pauline et Camilla clôturer et on espère effectivement avoir l'occasion de vous reparler sur des sujets beaucoup plus techniques et des sujets pratiques. Un grand merci à tous. Merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas si vous avez des questions. D'ailleurs, je vois qu'il y a une question pour laquelle on a répondu, donc avec plaisir, Madame Rothman, si vous voulez revenir sur la question en petite réunion en one-to-one pour vous détailler un peu les différences. Merci à tous et très bonne journée. Bonne journée. Grand merci à l'équipe Mazars, grand merci à Valentine d'avoir organisé ce webinaire. Et puis, eh bien, effectivement, vous pouvez nous envoyer vos questions. De toute façon, cet événement a été enregistré et sera rediffusé sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne YouTube Franco-British Chamber. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt parce que je crois que nous nous revoyons au mois de novembre. Voilà, exactement. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci.